Monsieur Hervé Diakissé, bonjour. Bonjour. Invité du Vrai Journal, vous êtes porte-parole du mouvement citoyen Les Congolais Debout. Vous êtes avec Syndicat et consorts. Comment il va, Syndicat? Le syndicat de Kolo va très bien, autant que tous les autres membres du mouvement Les Congolais Debout. Et nous espérons avoir la plus grande frange possible de la population congolaise dans la mise en œuvre de l'article 64 de notre Constitution par rapport à la dictature qui est en train de s'instaurer sans même s'émasquer dans notre pays. La dictature, elle est où pendant que vous êtes en train de parler librement ici dans votre pays, hein? Vous savez, la dictature se manifeste par des actes, elle ne se proclame pas. Mais lorsque vous vous rendez compte que toute opinion contraire au pouvoir en place est réprimée et que toute contestation est susceptible d'être l'objet de poursuites judiciaires de fois tronquées et que toute opposition peut être soit arrêtée ou exilée ou empêchée de se manifester et que toute manifestation publique est d'office interdite en violation de la loi et de la Constitution, vous vous rendez compte qu'une dictature est en train d'être installée insidieusement, mais maintenant, franchement, les masques tombent. Les masques tombent. Premier dossier, la loi électorale à l'Assemblée nationale. Enfin, les batteries en marche pour avoir des élections en décembre 2018. Écoutez, d'abord cet aspect de premier dossier à l'Assemblée nationale, vous le savez, il y a eu là des révélations assez graves que nous avons suivies à travers les médias, qu'il faut maintenant mettre en exergue par rapport à ces projets de loi électorale. Donc le parti présidentiel PPRD s'est réuni, à en croire en tout cas les enregistrements sonores et l'article de Jeune Afrique avec les présidents de la CENI, afin de cogiter sur certaines procédures qui leur permettent de pouvoir, quel que soit le mode de scrutin, rester au pouvoir. Alors, en fait, à la base, c'est quoi? Le projet de loi électorale qui est en train d'être installé ou qu'on envisage mettre en place dans notre pays voudrait que, quel que soit le mode de scrutin qui va être mis en place, un parti qui ne pourrait pas avoir sur le plan national le 3% des suffrages exprimés ne puisse donc pas avoir des sièges. Donc, de manière très simple, supposons que 4 personnes, y compris une personne du PPRD, sont compétiteurs dans une circonscription électorale donnée, il suffirait que les 3 premières personnes chacune ait 20 000, 3 000 ou 6 000 voix et la personne du PPRD n'a que 3 voix. Mais si au niveau national, le PPRD a pu avoir 3% de voix, eh bien c'est la personne du PPRD qui emporte les sièges dans sa circonscription. Ça veut dire qu'on donne crédit au poids du parti, c'est une bonne chose, hein? Non, parce qu'en réalité, on porte entrave à l'expression du suffrage universel. Le suffrage universel veut que toutes nos voix s'évalent. Le suffrage universel veut que l'expression de la majorité telle que issue des urnes soit reflétée par les candidats qui sont élus au niveau de l'Assemblée ou peu importe les postes à pourvoir. Or, quand on met ces projets de loi en parallèle avec la fameuse réunion dont je vous parlais tout à l'heure, nous nous rendons compte d'une chose, c'est que les intentions réelles du parti au pouvoir, le PPRD, est d'écarter même ses propres alliés de la gestion de l'État. De la gestion de l'État conçue non pas afin peut-être d'améliorer la vie sociale des populations, afin de construire des routes, afin de construire des écoles, afin de construire des hôpitaux, afin de ramener la sécurité sur l'ensemble des territoires, afin d'amener notre pays vers le développement auquel il a droit et auquel il aspire, afin de mettre fin au pillage des ressources naturelles. Non, non, l'intention manifeste et exprimée au cours de cette réunion, c'est parce que la part du gâteau est devenue trop petite pour tout le monde qui se retrouve au sein de la majorité kabiliste. Donc pour ce faire, il faut une loi électorale qui permette à ces partis de pouvoir se perpétrer comme étant l'unique parti au pouvoir. Et ça s'appelle, dans notre constitution, l'instauration d'un parti unique. Or, la constitution à l'article 7 punit de haute trahison toute tentative de restaurer un parti unique sous quelque forme que ce soit. Et cette loi électorale est une des formes par laquelle on veut restaurer les partis uniques. Savez-vous, dans toute initiative de la part du gouvernement, de la majorité, vous y voyez toujours des pots? Disons qu'un passé récent nous a démontré que
cette majorité kabyliste ne veut pas quitter le pouvoir. Elle ne veut pas quitter le pouvoir, elle ne veut pas se préparer à des élections qui soient libres, transparentes et démocratiques. Elle a organisé des subterfuges. Elle a aujourd'hui inféodé la commission électorale indépendante. Elle n'a pas été en mesure de publier un calendrier électoral cohérent et correct. C'est sous pression d'une envoyée spéciale des États-Unis d'Amérique, l'ambassadrice Nikki Haley, que nous avons lu un calendrier sous conditions résolutoires, parce que ce calendrier est toujours truffé des contraintes, lesquelles contraintes dépendent du bon vouloir de ceux qui sont au pouvoir. Oui, mais grâce à ce calendrier, on connaît la date du départ de Kabila. Grâce à ce calendrier, on sait qu'il ne peut pas y avoir de référendum. Il y a quand même du bon côté que vous n'exploitez pas, vous aussi, par rapport à ce calendrier. Pas de référendum, la date du départ de Kabila est connue. Est-ce qu'on ne peut pas se serrer le coude pour attendre le départ de Kabila? Non, parce que l'erreur est de croire à un leurre, à une sorte d'image qu'on vous laisse croire. C'est depuis décembre 2016 qu'on vous dit qu'il n'y a pas de référendum, qu'il y aura le départ de Joseph Kabila, et nous sommes arrivés, il est toujours en place. Aujourd'hui, nous assistons à une réalité assez triste, c'est que 2 ans quasiment après la fin de son mandat, sur un mandat de 5 ans, aujourd'hui Joseph Kabila a déjà exercé 2 ans de plus au pouvoir sans avoir été élu. Sous prétexte, attendez, il y a un calendrier, il n'y a pas de référendum, il n'y a pas, il y a une date qui a été donnée, mais l'effectivité de la réalité est que Joseph Kabila est au pouvoir sans avoir été élu. Nous avons toutes nos institutions à caractère électif sont au pouvoir sans mandat de la population, et nous assistons à quoi? À une réunion, une messe noire, où les gens au pouvoir vous disent qu'ils veulent y rester, justement en tripatouillant la loi électorale, en créant un mécanisme qui vise à subvertir les lois, l'expression du suffrage universel. Avec de ça, un scandale, hein? Écoutez, c'est un dossier extrêmement scandaleux, parce que si nous avons le président de la CENI qui a pris part à une réunion au cours de laquelle, sans vergogne, des personnalités très haut placées au niveau des institutions de l'État et au niveau du parti qui soutient les chefs de l'État se réunissent uniquement dans l'optique de faire passer un projet de loi qui leur permette à eux de rester au pouvoir, non pas pour appliquer tous ces programmes qui nous vantent à travers leur propagande d'émergence, de 5 chantiers, de la modernité, non, pour partager le gâteau qui est devenu trop petit chaque fois qu'ils ont des alliés. Et donc il leur faut une loi qui leur permette à eux de rester comme dans un parti unique. C'est indigne, c'est scandaleux, ça doit être dénoncé, et en tout cas, cette réunion et en tout cas les éléments qui ont été mis à la disposition permettent à toute personne objective de constater que la CENI n'est pas digne aujourd'hui de garantir un scrutin libre, indépendant et démocratique, parce que la CENI n'est pas indépendante vis-à-vis du parti au pouvoir. Nous chutons. Marche suspendue, interdite cette marche par l'autorité provinciale du 31. On évite de collusion avec d'autres partis de la majorité qui ont aussi appelé à des marches, hein, la même date. Votre réaction à chaud? Écoutez, ma réaction à chaud est que ça ne me surprend pas, et cette fois-ci, c'est une fois de trop. Il faut qu'à un moment donné, nous réalisions que la constitution qui nous a été donnée n'est pas une lettre morte, c'est à nous de la mettre en vigueur. Premièrement, s'agissant de la décision du gouverneur de la ville de Kinshasa, cette décision est une violation manifeste de la Constitution et de la loi sur les manifestations publiques. Une marche ou une manifestation sur la voie publique n'est pas soumise à autorisation pour être interdite. Elle est soumise à une déclaration préalable qui permet juste à l'autorité administrative de prendre les mesures d'encadrement. Ici, les rassemblements et les autres forces d'opposition ont informé, ont même postposé la marche pour éviter ce qu'on appelle, ce que vous avez appelé des confrontations d'après eux. D'ailleurs, juste en ouvrant une brèche, si nous entrons dans une période électorale comme on est censé y être, il y aura combien de manifestations publiques par candidat? S'ils ne sont pas en mesure d'encadrer 2 groupes opposés, ils encadreront comment s'il s'agira de 1000, 2000, 5000 personnes? Donc, en réalité, cette décision n'est que la volonté de la majorité kabyliste qui a mis le gouverneur Kimbuta en place afin d'empêcher l'expression de toute manifestation publique qui n'est pas proche du pouvoir. Par conséquent, il n'y aura pas marche le 30. Non, par conséquent, bien au contraire.
L'article 28 de la Constitution nous donne le devoir de résister à tout ordre manifestement illégal. Et par ordre manifestement illégal, on entend notamment tout ordre qui porte atteinte aux libertés publiques et aux droits de l'homme, comme c'est le cas de la décision du gouverneur Kimbuta, qui en elle-même viole l'article 25 de la Constitution, qui nous garantit le droit à des manifestations publiques, pacifiques. Donc vous allez marcher. Il faut marcher. Il y aura le concert de gaz lacrymogène. Hein? C'est une atteinte à nos droits et un jour, les gens en rendront compte. Ce ne sera pas la première ni la dernière fois. Il arrive toujours à un moment donné, les bourreaux finissent par rendre compte parce que, qu'on le veuille ou pas, le peuple finit toujours par l'emporter. Mais je tiens à préciser, pour nous les Congolais debout, quand nous nous joignons à ces activités, ce n'est pas contre Joseph Kabila ou contre qui que ce soit. Nous nous joignons à ces manifestations pour la mise en place rapidement, la restauration de la démocratie, de nos libertés publiques, afin que nous allions dans des élections crédibles et transparentes qui ne peuvent pas avoir lieu tant que Joseph Kabila est au pouvoir, et surtout aujourd'hui à cause des intentions clairement manifestées par ceux qui les soutiennent d'utiliser notre pays comme un butin de guerre et non comme le rassemblement des intérêts d'une nation pour son développement et le bien-être de sa population. Transition sans Kabila, ça se fera comment? Par quelle magie? Elle se fera par la mise en place de l'article 64, les manifestations, les démonstrations et la désobéissance civique du peuple. Je vous l'ai dit, nous sommes plus nombreux qu'ils ne le sont. Et si nous restons disciplinés et déterminés, c'est ce qui va de plus en plus se manifester avec le mouvement des pressions pacifiques qui commence à monter. Ce régime tombera sans qu'il ne soit nécessaire de recourir au pillage, aux violences et à d'autres activités qui aujourd'hui ne nous amènent nulle part et exposent inutilement notre population. Ce pouvoir compte sur des chars, il compte sur des fusils, il compte sur toutes sortes d'armes. Mais en réalité, il ne résistera pas au raz des marées d'une population déterminée et qui ne cherche pas à piller, à voler ou à porter atteinte aux autres droits des partis adverses, mais qui vient réclamer, parce que le peuple est souverain, le départ d'un régime qui aujourd'hui n'a plus aucune légitimité. On termine par là. Discours assez fort, parce que vous avez des assurances. On vous accuse, vous, avec syndicat, d'être un peu agressif à l'égard du régime, d'être même prêt à prendre les armes pour déboulonner Kabila. Qu'est-ce que vous dites par rapport? Là, on est dans les accusations. Il y en a deux. La première, elle est celle-là. Non, en fait, le ton, que ce soit les tons que Syndicat Dokolo emploie avec beaucoup de sévérité ou les tons que nous employons, est lié à la situation catastrophique que connaît notre pays. Nous ne pouvons pas avoir un ton aussi mesuré lorsque vous voyez que notre pays se caractérise par la prolifération de fausses communes, des personnes qu'on a tuées, massacrées un peu partout. Et c'est devenu quasiment une banalité. Nous ne pouvons pas être mesurés lorsque nous constatons que notre pays est devenu une mine de pillages à ciel ouvert, où on a des comptes offshore, évalués à des milliards de dollars qui échappent au trésor public, qui sont exploités par des étrangers, et où on cite que de hautes responsabilités et de hauts responsables de notre pays sont aussi concernés par ces pillages, et qu'il n'y a aucune enquête digne de ce nom qui est faite pour déterminer les responsabilités et sanctionner. Or, ces sommes d'argent auraient pu servir à l'organisation des élections et au bien-être de la population. En cela, tout Congolais digne de ce nom, et il y en a, ne peut que manifester avec beaucoup de sévérité un jugement contre ce genre de situation. Mais ce n'est pas lié à la personne de Joseph Kabila. C'est lié à la situation que connaît notre pays et qui est la résultante aujourd'hui du maintien au-delà du mandat constitutionnel de Joseph Kabila, et qui fait que le pays n'avance plus dans aucun secteur. Autre accusation, pour finir par là, vous êtes avec Syndicat, vous voulez changer le Congo. Mais le syndicat est très poussé en Angola. On l'accuse, on dit qu'a-t-il fait pour le Congolais en Angola, ceux qui ont été molestés, tabassés. Qu'a-t-il fait? Et pour dire qu'aujourd'hui il va aider les Congolais au Congo. Écoutez, il a eu à plusieurs reprises à répondre à cette question. Okay? Syndicat Dokolo est un Congolais parmi tant d'autres. Il s'élève par rapport à une situation qui aujourd'hui est connue de tous et de toutes les organisations, la société civile à laquelle appartient notre mouvement citoyen dans la signature du manifeste, c'est que nous constatons que la situation que nous connaissons est le reflet du recul de l'État et de sa privatisation par un groupe d'individus qui ne veut plus partir. C'est ça le rôle de l'État.
syndicat de Colo, en tant qu'individu, n'a pas vocation à protéger les Congolais où qu'ils soient, alors qu'on a des ambassades et qu'on a des services régaliens de l'État qui sont payés pour le faire. Des deux, en ce qui le concerne, mais je préférais ne pas le dire, parce que si il aide, il intervient pour tel ou tel compatriote, et que nous commencions à passer par les médias pour commencer à les vanter, c'est tous ces cultes de la personnalité contre lesquels nous nous insurgeons. S'il l'a fait, c'est en tant qu'individu, à titre privé. Donc il n'a pas besoin de dire à telle période, des Congolais ont eu tel souci, je suis intervenu, etc. Ça ne prête aucun sens. Parce que la protection de nos ressortissants est le devoir de l'État qui est payé pour le faire. Ce n'est pas le rôle des individus. Et s'ils le font, ils n'ont pas à venir s'en vanter dans les médias. On termine par là. Porte-parole du mouvement citoyen Les Congolais debout. Message direct à Joseph Kabila pour clôturer cette interview. Je crois que, Monsieur le Président, beaucoup vous le disent. Il y a eu une époque où la jeunesse de ces pays a répondu à votre appel d'amener ces pays vers son développement, de ramener la paix, de ramener la stabilité. Vous aviez fait le boulot et vous l'avez fait par rapport au contexte qui était le vôtre. Aujourd'hui, le temps est venu de laisser d'autres personnes aussi continuer le travail du Congo qui est le nôtre et qui n'appartient pas à l'individu, mais qui appartient à nous tous. Ça, c'était les combats de Musée, le combat que vous aviez aussi commencé. Maintenant, il faut laisser à d'autres de poursuivre ces combats, parce que ce pays est à nous tous. Monsieur Hervé Diakessé, merci. C'est moi qui vous remercie.